Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette troisième ronde du tournoi mensuel du DTC. Aujourd'hui on retrouve notre ami Benzi qui pilote toujours Voja. Cette fois-ci il va affronter un joueur de Kellan dont j'ai pas pu retrouver le nom. Donc je me suis amusé à écrire Boltman qui correspond plutôt bien à l'état d'esprit de Kellan. Hop, c'est parti, et c'est Benzi qui débute avec une Elvish Mystique qui va lui permettre de prendre directement une avance sur le mana. Étant donné qu'en plus c'est lui qui commence, il avait déjà un mana, un tour d'avance, entre guillemets. Et on voit que du côté du joueur de Kellan, bon certes il y a Kellan qui est lancé au tour 1, mais on voit aussi que c'est un Barbarian Ring qui est landé, ce qui veut dire que l'adversaire n'a pas d'autres mana rouge en main, ou du moins ce serait potentiellement une Arena of Glory ou un Castle Umbret. Sinon, a priori, il l'aurait landé, directement au tour 1 pour ne pas s'infliger une blessure gratuite. Sachant qu'il ne faut pas sous-estimer Voja, vous avez pu le voir lors de la ronde précédente. C'est un deck qui peut vraiment être explosif. En parlant de ça, on voit que Benzi pose un board assez conséquent, avec dans un premier temps un petit elfe qui lui permet d'ajouter du mana et qui a la célérité surtout, et qui le permet de continuer dans un Rofellos. Rofellos qui permet de faire des sorties explosives, mais en l'occurrence Benzi n'a que une forêt, donc pour le moment ça fait pas tant de mana que ça. Boltman de son côté qui joue un comment il s'appelle, Goblin Guide, donc vraiment idéal pour prendre la pression. Et je sais pas pourquoi il la lance en main phase 1 parce que ça n'a aucun impact, mais il lance une Skull Clamp. Skull Clamp qui est assez peu joué dans Red Deck Wins. Ça peut se comprendre dans le sens où en late game on a peut-être envie de faire du card advantage, de piocher des cartes en recyclant des petites bêtes qui ne seraient pas forcément pertinentes. Ça permet, quand on veut passer des dommages au board, de faire du card advantage. C'est pas une carte qui est extrêmement jouée, mais ça se défend. Du coup, phase d'attaque, j'ai pas vu ce qui avait été révélé. Benzi reprend son tour, a priori il a déjà suffisamment de mana pour pouvoir lancer son général. Voja qui est indélogeable, indéboulonnable par mono rouge. Avec 6 d'endurance, 5 ou 6 d'endurance, je sais plus exactement, et Ward 3, c'est impossible à passer. Si c'est 6 d'endurance, même un barrage lithomantique, ça suffit pas. Farsick, intéressant, donc vraiment le plan de jeu ramp, il est assumé jusqu'au bout. On liste tout ce qui permet de ramper, et après on joue des gros pâtés, à commencer par Voja T3 en général. Et il est même bien possible que Benzi puisse curver Farsick plus comment il s'appelle, Farsick plus Voja son général dans la même foulée. Là on a un micro cafouillis. C'est Canopy Vista, il me semble. C'est le terrain de Battle for Zendikar qui arrive dégagé seulement si on contrôle de basique. En l'occurrence c'est un Farsick, donc ça arrivera dans tous les cas engagé. Et là, étant donné qu'on avait que 4 mana up, ah non même pas, on avait 5, il aurait pu lancer son général, mais il préfère emplafonner l'adversaire avec un Minskebu, parce qu'a priori c'est le terme qu'il faut employer, tellement la carte est violente. Faut faire attention, ouais c'est dommage d'avoir attaqué avec son elfe. Il aurait pu garder au moins un petit bloquant pour essayer de sauver son Minskebu, parce que avec la Mishra's Factory et les deux autres bêtes, il y a l'étal en fait pour tuer la bestiole, le Minskebu. Shinka qui a priori a été pioché, sinon il aurait été landé T1. Je comprends pas pourquoi il paye avec ça. Oui, bon, dans tous les cas, ça change rien. D'accord, donc il perd un PV. Il attache sa Skull Clamp à son... Comment il s'appelle, Goblin Guide, j'ai un peu de mal. Et ça lui permet d'attaquer avec sa Mishra's Factory animée. Donc, comme j'ai dit, les deux de gauche partent dans Minskebu et le Goblin Guide 3-1 part dans les points de vie de Benzi. On a donc un board plus que prononcé du côté de Benzi qui va pouvoir enchaîner avec son général.
qui est quand même, soit dit en passant, un sacré bloquant. Sachant qu'il a toujours sa 4-4 pour continuer d'agresser, hein. Faut garder à l'esprit que c'est pas le joueur de Burn qui a tant l'aggro que ça en fait, hein. C'est vraiment intéressant comme match-up. Et c'est vrai qu'Elf Ball, c'est très peu représenté dans le format. J'ai mon ami Neuro qui a beaucoup joué Yizan typiquement, qui était un des fiers représentants normands en tout cas de Yizan, mais c'est vrai que dans le méta actuel, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Alors là, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un enchant à 3 qui permet de rendre les sorts de créatures incontrables et qui donne émeute, si je dis pas de bêtises. Ce qui fait que la créature, quand elle arrive en jeu, donc chaque créature, soit elle prend célérité, soit elle prend un marqueur +1/+1. Je crois que c'est un truc dans le genre. Donc ça permet de donner célérité à Voja, phase d'attaque. J'ai 1, 2, 3 elfes, donc toutes mes créatures prennent +3/+3, et je pioche 1 parce que j'ai un loup. Donc là, voilà, il y a un parpaing qui arrive en plein dans les dents. C'est donc une partie explosive. Vraiment, Voja, c'est ce que ça cherche. Kill T4 ou T5, c'est tout à fait possible, hein. Le deck est vraiment brou dans cette idée. Ça me rappelle d'ailleurs également la Titania que je jouais à mes débuts, où le plan c'était vraiment faire double dork, donc T1, T2, et après on enchaîne les powerplay, axé plus sur les lands que sur les elfes et big mana. Mais c'est des archétypes qui sont vraiment emblématiques du format et qu'on voit plus forcément actuellement, donc ça fait très plaisir de pouvoir enregistrer plusieurs rondes de Benzi, donc de Voja. C'est vraiment appréciable. Donc je vous épargne les 2-3 premiers tours où ça se regarde dans le blanc des yeux et ça s'envoie des petites claques respectives. Ce qui est regrettable, c'est que Benzi n'a pas eu le dork souhaité. Donc ça ne lui permet pas de faire une accélération rapide. En général, vous me direz, les accélérations, c'est souvent rapide. Pour le coup, la Earthshaker Kenra aurait été idéale, même s'il avait posé un dork, parce que ça l'aurait rendu incapable de bloquer pendant un tour. Kenra qui est vraiment pas mal, avec sa capacité de, en late game, si jamais on flood, on peut toujours Eternalize depuis le cimetière. Il me semble qu'en plus, je relis la carte, c'est une capacité, donc c'est un peu plus dur à contrer pour des vilains adversaires qui joueraient bleu. Sauf sur Stifle Effect, bien évidemment. Et ça pose, mine de rien, une 4-4 célérité qui rend une créature imbloquable. On n'est pas très très loin d'une Headliner Scarlet. Benzi rattrape son retard. Alors il y a un truc que j'ai pas compris. S'il a lancé 2 dorks, ça veut dire qu'il en avait forcément un en main. Ah, ok, j'ai compris. Le Vergeland rouge-vert fait du rouge de base. A priori, il a mal séquencé ou alors il a topé son fetch après. Je veux dire que c'était une main un peu audacieuse à garder. Ok. Du coup, c'est Boltman qui reprend son tour. Bon, bien évidemment, c'est pas son pseudo, hein. Je me suis juste amusé à mettre ça parce que ça me faisait rigoler. On va dire le joueur de Kellan plutôt. Qui shuffle. Je sais pas trop ce qu'il est parti chercher. Il a fetché, je crois. On voit qu'il y a une War Room qui pourra s'avérer pertinente si la partie vraiment dure et quand les deux joueurs seront au top deck, après s'être échangé les ressources. War Room, ça coûte extrêmement cher en mana, mais très peu en points de vie pour faire du card advantage. Sachant qu'en vrai, Kellan il peut quand même vite faire du card advantage. Alors ça c'est Gornod, The Red Reaper, qui est vraiment un bon carton quand même, il faut le dire. Alors ça c'est Foundation Jumpstart, rien que ça, qui lit célérité, donc c'est une 2-3 qui dit que les couards ne peuvent pas bloquer les guerriers, et quand un ou plusieurs guerriers qu'on contrôle attaquent un joueur, donc c'est pas forcément quand lui attaque, la créature qu'un adversaire contrôle devient un couard, donc ne peut pas bloquer les guerriers. Ensuite, tous les guerriers attaquants qu'on contrôle prennent plus X plus 0, X étant le nombre de couards que nos adversaires contrôlent. Ça c'est un effet, encore une fois, pas nécessairement quand Gornog attaque. Donc en l'occurrence il a la célérité, donc son but c'est d'attaquer. Mais là pour le coup, on voit un mono rouge qui a Ultos, qui a débuté, on n'a pas eu d'or côté 1, et c'est extrêmement compliqué pour Benzi de garder l'aggro. Pardon. Donc ça me confirme que Voja est 5-5, donc en gros il n'y a que Barrage Lithomantique qui
qui vient la tuer. Sachant que c'est pas nécessairement joué dans le format, vu qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de raffine ou de choses explicitement tuables avec barrage automatique. Monastery Swift Spear, il me semble que ça colle poil pile le létal. Donc on attaque la troisième partie, cette fois-ci c'est Benzi qui a la main. Toujours pas de dork, ça c'est vraiment regrettable. Le play est vraiment signature de Kellan T1. Je crois qu'à part Goblin Guide, et encore même pas sûr, on a toujours envie de faire son général au tour 1. Alors pour le coup, Benzi n'est pas tout à fait en reste, puisqu'il va Worldly Tutor. Je n'ai aucune idée de ce qu'il peut aller chercher par contre. Soit un powerplay, soit un dork. Ouais. C'est vraiment particulier dans ce deck où, en fait, c'est... Il y en avait 2 dans la salle, mais vraiment, on n'en voit jamais en tournoi, donc on n'est pas forcément préparé à affronter ce genre de deck. Donc on va voir ce que Benzi va chercher d'aller tutoriser. Va décider d'aller chercher, pardon. A priori, c'est un Biophagus, qui est une 1-3, qui a le bon goût de bien bloquer le général adverse. Mince. Ou à défaut de nécessiter un anti-bet. Et donc c'est un dork qui fait que la créature en question, qui est lancée, arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle. Ça peut être vraiment pas mal. Donc ouais, voilà. Très logiquement, on a le Biophagus qui est lancé, qui vient check naturellement Kellan. Donc là on voit typiquement, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Unban Zurgo. Un Zurgo dans ce spot aurait été bien moins embêté que le Kellan qui n'a que 1 d'endurance et donc qui meurt sur, même contre un adversaire qui joue Slimefoot, sur n'importe quelle saprobionte, le 1 d'endurance s'avère pertinent, enfin embêtant, là où un Zurgo avec 2 d'endurance aurait été beaucoup plus puissant. On a une Arena of Glory qui est landée du côté de Kellan. On voit qu'elle n'est pas activée immédiatement pour donner la célérité à une créature, une ou plusieurs d'ailleurs. Et on a un Seal of Fire. Alors là, Benzi, il a été smart. Il a senti le coup venir, il a flairé la bêtise. Ok, donc on est sur une decklist qui est vraiment intéressante du côté de Kellan. Il y a un parti pris de j'ai envie de jouer Red Deck Queens, donc j'ai des créatures on board, et donc je peux jouer des cartes d'équipement comme Shadowspear. Donc il doit probablement lister Urza's Saga, je pense. Donc je disais, Benzi, il a fait le choix de ne pas bloquer, parce qu'il a senti qu'il pourrait se prendre un blast. En l'occurrence, même si c'était le cas, ça leur faisait redescendre à 3 mana et pas 4. Ouais, bon, je sais pas. C'est un parti pris. Alors, on va voir ce que Benzi va nous proposer. Petit moment de réflexion. Là, ça peut vraiment être qui tout double. Hein. Franchement, c'est un match-up qui est assez intéressant. C'est all gas, no breaks. Tout dans les dents, les maths, c'est pour les bloquants. C'était la petite phrase d'intro que j'avais fait pour le short deck tech de Kellan, il me semble. Alors, pour 2 mana, peut-être même 3 d'ailleurs. Pour 3 mana, on joue un Eladamri qui arrive avec un marqueur +1/+1. Donc 4 d'endurance, ça commence à être vraiment pas mal. Lui, il est chouette dans le sens où il fait un effet de Future Sight. Il nous permet de regarder la carte du dessus de notre bibliothèque et de la lancer selon X ou Y conditions. En l'occurrence, il faut que ce soit des créatures. Donc là, hop, on peut directement faire du card advantage puisqu'il y a un Boreal Druid qui est depuis le dessus de la bibliothèque. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble que Benzi joue bien un bon 35 créatures, donc il y a en gros une chance sur 3, à peu près, qu'il révèle une créature. Donc là, on a une séquence qui est assez intéressante. On sac le Seal of Fire sur le Eladamri, et ensuite on vient le terminer avec un Searing Blood qui inflige 3 blessures en plus dans les points de vie adverses, puisqu'il y a la créature ciblée par le Searing Blood qui est détruite dans le tour. Bon là par contre, on voit que Kellan n'a pas réussi à mettre suffisamment de pression. Ce qui va s'avérer vraiment embêtant parce que là, on va pouvoir jouer Voja.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 mana potentiels. Là, une Voja 6-6, faut s'accrocher. Hein. Il faut quand même faire attention. Voilà, bah, je sais pas si je l'aurais joué dans ce sens-là. J'aurais peut-être gardé un mana up. Enfin, une créature dégagée pour avoir un bloquant. Parce que mine de rien, il y a l'Arena of Glory en face. On n'est pas à l'abri de se prendre un gros parpaing dans les dents. Le même Gornog que tout à l'heure. En l'occurrence, il ne pourra pas cibler Voja à moins de payer 3 mana. Donc je sais pas si ça s'avère pertinent d'attaquer. Donc on rend un Couard, le petit Boréal Druide, qui ne pourra donc plus bloquer. Je sais pas pourquoi il choisit Boréal Druide et pas Biophagus. Peut-être parce qu'il se dit qu'il aura plus tendance à utiliser son Biophagus pour faire du mana, lancer des créatures. Je sais pas. J'ai pas le thought process. Donc phase d'attaque, logiquement le général il est bloqué. Je pense que j'aurais quand même bloqué Gornog. Puisque l'adversaire n'avait pas 2 mana pour pouvoir activer Kellan et le faire monter de niveau, de classe, je sais plus trop comment on dit. Le level up. Là, du côté de Benzi, on est extrêmement frais puisqu'on se détape avec son général on board. D'ailleurs, je pense que ce serait intéressant pour Benzi de jouer Arena of Glory. Je crois qu'il la joue pas parce que rouge, c'est pas vraiment sa couleur prédominante. Mais activer, enfin exerte Arena of Glory pour donner célérité à sa bestiole, c'est vraiment énervé. Bon, on rampe, on rampe. Alors il peut attacher au land qu'il veut puisqu'il y a Yavimaya on board. Il peut l'attacher où il veut, son Utopia Sprawl. Donc, voyons voir, est-ce qu'il y a un powerplay à lancer avant la phase d'attaque ou est-ce que c'est juste vroom vroom pendant les dents. Il y a un Steve, donc un Sakura Tribalder, qui est lancé du côté de Benzi, qui pourra venir chumper le Gornog, parce qu'a priori on n'a pas forcément envie de transformer Sakura Tribalder en Couard. Ça a pas l'air foufou. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? On voit qu'il y a un Castle Garambrigue aussi du côté de Benzi, ce qui veut dire qu'il peut ajouter 6 mana pour 5, uniquement pour lancer des sorts de créatures ou activer des capacités de créatures. On a un Rishkar qui est lancé. Donc pour toi, on a une 2-2 qui met 2 marqueurs sur 2 autres bêtes quand il arrive en jeu. Non, sur 2 bêtes de notre choix. Et toutes les créatures avec des marqueurs ont engagé ajouter un mana vert. Carte qui synergise extrêmement bien avec le commandant. Et là, on a 1, 2, 3 elfes. Ce qui fait que sur la phase d'attaque, voilà, de Benzi, enfin de Voja. Ah oui, donc là, on ne cherche pas à nuancer nos propos. Là, vraiment, c'est phase d'attaque. Donc, on a, qu'on fasse les maths, toutes les créatures prennent 3 marqueurs. On a donc un Boréal Druide qui devient 4-4, un Biophagus qui devient 4-6, une Voja qui était 6-6 qui devient 9-9. Accessoirement, on a un Steve qui devient 4-4. Ah bah non, il y avait des marqueurs en plus. Mince, j'ai pas vu sur quoi il avait mis les marqueurs. Donc au total, on a 5, 10, 10 et 9, 19... Non, peut-être pas 19, j'ai peut-être mal fait mes comptes. Bon, quoi qu'il en soit, on envoie... Bah non, j'avais déjà fait les maths. Ça fait 16, a priori. Dans tous les cas, l'adversaire est à moins de... Enfin, 2 ou moins, 2 ou plus, puisqu'il se permet de faire une prismatique vista en fin de tour. Là, le but, c'est de réduire le nombre de montagnes qu'on a dans le deck pour éviter d'en piocher une. Il va falloir piocher un sacré powerplay pour coller 13 à travers 2 gros bloquants. Un gros bloquant, puisqu'a priori, Gornog, Gurnug, il va rendre imbloquable Steve. Enfin, Couard veut dire Steve. Donc potentiellement, si on a une grosse bestiole à qui donner célérité, il faut quand même envoyer 13 dans les dents. Hein. Puisque de toute façon, si Benzi détape, il a gagné. C'est pas compliqué. Phase d'attaque.
On rend imbloquable. Ah mais non, il y avait Vishkar aussi. Ah ouais, l'enfer. Bah, Stevie va bloquer. Ouais, non, même pas. Non, carrément pas. Voja, il est carrément supérieur. Et hop, petit Shinka qui se balade. Mais on n'aurait pas raté une belle ligne de play là avec le Arena of Glory? Ah bah non, il y avait suffisamment de bloquants. Purée, c'est dommage. Sunspine Lynx qui colle 1, 2, 3, 4, quelque chose comme 4 ou 5 points. Mais c'est pas suffisant pour arracher la victoire. C'est donc Benzi qui est actuellement en 3-0, hein, donc très belle performance de la part de Voja. On va le voir encore une fois dans la prochaine ronde. Cette fois-ci, il va affronter le gros crapaud Glarb. Donc enfin un petit peu des match-up contrôle voire midrange. Ça va être un match-up, je vous le dis, qui est assez intéressant, avec des rebondissements multiples. Donc à bientôt, donc à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Totoru pour l'entre du deck.